Bonjour, j'espère que vous nous voyez et que vous nous entendez. On a eu un petit incident technique parce qu'on joue hors les murs, mais ça en valait la peine. Je voudrais remercier les équipes de la FLA, Fédération Lorraine de l'Apéro, de nous accueillir sur leur terrasse. Ici, quai Sainte-Catherine, au bout de la rue Sainte-Catherine, à côté de la porte du même nom, au bord des bassins du canal de la Marne au Rhin, s'est installée une des terrasses exceptionnelles que la ville a voulu rendre possible avec les professionnels de la restauration, les cafetiers-restaurateurs, pour que cet été soit convivial, soit chaleureux à Nancy, pour leur permettre évidemment de reprendre leur activité économique en respectant les règles sanitaires. Avant que mes complices se présentent et disent ce qu'ils ont en tête ou sur le cœur, je voudrais rapidement répondre aux questions que nous n'avons pas pu traiter ensemble lors de notre dernier échange. Charlie Schebel nous interroge sur la création d'autres espaces de liberté canins comme celui de Marcel Brault. Donc effectivement, il y a un espace de liberté pour les chiens qui a été créé par la mairie avec les associations sur l'esplanade QNO. On est juste à côté du skatepark pour que vous puissiez situer. Le skatepark qui a été créé sur les rives de Meurthe. Et on a prévu deux autres espaces canins. Un au nord-ouest de Nancy, sur le secteur Boudonville, Colline, Libération. Nous avons beaucoup de petits squares, beaucoup de petits terrains verts. Et donc on va identifier un de ces terrains avec les habitants et les associations pour y installer un espace de liberté pour les chiens. Un autre espace est envisagé au sud-ouest de Nancy cette fois-ci, à 2 pas d'Artem et de l'avenue du Général Leclerc, où là aussi nous avons pu identifier quelques espaces et où donc avec là aussi les habitants du quartier et les associations, on identifiera celui qui accueillera un espace de liberté canin. Adjini Brikena nous interroge. Que va-t-il arriver à nos citoyens âgés, handicapés, qui n'ont pas suffisamment de revenus pour prendre des médicaments après Covid-19 ? Alors je voudrais rappeler qu'avec l'Ordre des médecins, on a lancé en même temps que la distribution des masques aux seniors de plus de 65 ans et aux personnes handicapées et aux personnes éventuellement malades soignées à domicile, distribution qui s'est faite donc bien sûr par la poste au domicile des personnes. Nous avons adressé des appels de leurs médecins traitants. À l'Ordre des médecins a demandé aux médecins de famille de contacter ces personnes et de leur proposer par téléphone, pourquoi pas à domicile aussi bien sûr, un examen médical général. Derrière, je rappelle que le Centre communal d'action sociale a établi avec les associations sociales et sanitaires une liste d'habitants vulnérables du fait de leur âge, du fait éventuellement de leur handicap ou de maladies qui les affectent. Et ces habitants sont suivis par un dispositif qu'on appelle téléphonage. Ces personnes sont appelées au moins une fois par semaine par des bénévoles. On essaye évidemment de voir avec eux ce dont ils ont besoin et on fait le lien si nécessaire avec le médecin traitant, avec la sécurité sociale et avec l'aide sociale pour que bien sûr les soins soient gratuits. Tom Bellin, qu'en est-il d'une éventuelle cohabitation entre le SLUC et le Grand Nancy Handball à Gentilly, comme l'imagine votre adversaire ? Alors moi je pense qu'on a quand même des projets qui peuvent être très intéressants pour le Grand Nancy Handball. Je pense notamment à la halle sportive envisagée sur Artem, qui est développée, c'est vrai, par le club de volley, mais qui pourrait être un équipement partagé. Et je pense que le rôle du maire et du président de la métropole, surtout, puisque c'est la métropole qui s'occupe de sport professionnel, c'est de faire en sorte que tous les clubs professionnels puissent jouer dans des salles adaptées. Il ne faut pas briser l'élan de remontée du SLUC, comme il faut être aux côtés de la SNL, comme il faut accompagner dans leurs ambitions sportives le Grand Nancy Métropole Handball ou les clubs de volley masculins et féminins. Donc je pense qu'on peut imaginer que le club d'handball, par exemple, puisse utiliser plusieurs salles différentes selon le match et l'affluence qui est laissée au match. Restera aussi à traiter avec eux, évidemment, la question des salles pour s'entraîner et pour se préparer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que les salles de match où là il faut la jauge de public adaptée. Donc je pense que plutôt que de décider d'en haut, comme semble le faire le candidat socialiste, à la place des bénévoles, à la place des responsables de clubs, il vaut mieux réunir les acteurs et se mettre d'accord et la jouer collectif. Le sport nancéen et le rayonnement de Nancy a besoin qu'on joue collectif. Dalila Narva, monsieur le maire, n'oubliez pas qu'il y a aussi de plus en plus de trottinettes. Même en roulant sur la route, on se fait insulter, que doit-on faire ?
Alors la loi répond à cette question, puisque la dernière loi sur les mobilités explique clairement que la place des trottinettes, des gyropodes aussi d'ailleurs, est sur les pistes cyclables avec les vélos. Et je rappelle que nous avons pris la décision à la sortie du confinement d'accélérer notre plan vélo. Nous allons réaliser en 3 mois les 15 km de pistes cyclables supplémentaires sur Nancy qui étaient programmées sur les 3 années qui viennent, 2020, 2021, 2022. Donc une forte accélération qui profitera aux cyclistes pour leur permettre d'avoir des voies rapides sécurisées, celles qui relient Vendeuvre, le parc des expositions, à la Sapinière à Laxou, en passant par la rue Jeanne d'Arc, la rue Victor Hugo, l'avenue de la Libération, est en cours d'achèvement. Une autre sera faite d'ailleurs ici, au bord du canal, pour relier Jarville à Maxéville en passant par le faubourg des Trois Maisons. Et puis, bien sûr, vous le savez, nous travaillons à l'utilisation au moins partielle de l'axe de tram pour que des barreaux comme Saint-Jean-Saint-Georges permettent de relier ces pistes cyclables que nous créons. Donc c'est aussi une bonne nouvelle pour les trottinettes, parce que ça leur permet à elles aussi de bénéficier de ces axes rapides sécurisés. Dalila Narva toujours, vous parlez de l'emploi, mais pour certains jeunes, ce n'est pas facile d'en trouver. Malgré plusieurs CV et lettres de motivation, les réponses sont négatives. Comment pouvez-vous faire avancer ces jeunes? Alors je pense que d'ailleurs ça prépare le tour de table qu'on va faire, parce que nous avons des jeunes étudiants mais qui réfléchissent aussi évidemment à leur orientation professionnelle. Simplement pour dire que nous avons annoncé dans notre projet que nous souhaitions que la mairie de Nancy et la métropole du Grand Nancy lancent un grand programme d'alternance, d'apprentissage et de stage pour les jeunes, pour les aider à se qualifier et à s'insérer professionnellement. Parce que plus on se forme en alternance, plus on se prépare à la vie professionnelle et plus on a une première expérience professionnelle qu'on peut mettre sur le CV. Souvent l'employeur, il veut les deux, il veut le diplôme et l'expérience professionnelle. L'alternance apporte les deux. On a décidé évidemment que la mairie et la métropole devaient être exemplaires. Donc pendant le mandat, nous aurons 1000 jeunes en alternance, 10 000 jeunes en stage dans les services de la ville et de la métropole. Et l'objectif, c'est d'accélérer nos prises de contrats d'alternance comme nos prises de conventions de stage cet été et à partir de septembre, puisqu'il faut aider les jeunes évidemment à rattraper le mauvais impact du confinement. Beaucoup ont besoin d'un stage pour valider définitivement leur diplôme ou leur certification professionnelle. Donc on a dans l'ambition de la ville et de la métropole l'idée forte d'avoir au moins 400 à 500 alternants pris dans l'année scolaire qui vient et de débloquer à l'automne au moins 2000 stages sur les communes, la métropole et les services publics partenaires. Voilà ce que je voulais vous dire, en sachant qu'on s'inscrit dans la durée et que nous avons toujours cru dans l'alternance. Voilà, l'alternance, c'est clairement l'orientation professionnelle, la préparation au travail et l'occasion pour les jeunes de découvrir le métier en même temps qu'ils se forment. Si jamais éventuellement ce métier ne leur convient pas, ils peuvent du coup se réorienter plutôt que d'être confrontés à un échec pour leur premier emploi. C'est Margot qui ouvre le feu. En se présentant, on va faire un petit tour de table. Chacun va dire qui il est, ce qu'il a envie de faire, et puis les questions qu'il a envie de poser. Margot. Alors bonjour, je m'appelle Margot, je viens de la Marne et... C'est le micro, Margot. Donc bonjour, je m'appelle Margot, je viens de la Marne et j'ai fait mes études à Nancy où je viens de finir ma licence de droit. Et l'année prochaine, j'aimerais continuer mon master de droit et pour travailler dans la matière commerciale et du business et plus tard devenir peut-être avocate. Pas de questions pas de... Peut-être le tour de table. Ouais, le tour de table, les questions après. D'accord, j'obéis. Bonjour, moi c'est Emeric. Je suis fraîchement diplômé d'une licence 3, d'une licence simplement en Focom que j'ai faite à Nancy. Et l'année prochaine, je me dirige vers une alternance dans l'événementiel pour travailler dans la culture ou la musique, tout simplement. Eh bien, bonjour, moi c'est Victor Lullier, donc je suis étudiant en master communication à Sciences Po Toulouse et l'année prochaine donc à Sciences Po Paris et comment je souhaite justement travailler dans le secteur de la communication. Donc je suis également aussi président d'une association étudiante sur Nancy, meusien d'origine mais comme j'ai fait pratiquement toute ma scolarité ici, voilà donc je suis étudiant et fier de revenir sur Nancy. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Héloïse Jurion, je suis en première année à Sciences Po à Nancy. Je suis aussi engagée dans plusieurs associations à Sciences Po et aussi hors Sciences Po sur Nancy.
Et c'est encore loin, mais plus tard, j'aimerais bien travailler dans le domaine des droits de l'homme, dans une ONG, dans une institution internationale. Voilà. Bon, qui se colle sur la première question? Allez, c'est parti. En sachant On que reprend le Victor micro. pianote Voilà. de temps en temps, mais ça n'est pas parce que Victor est impoli, il est extrêmement courtois, c'est parce que c'est lui qui suit les réseaux sociaux sur son mobile. Voilà. Voilà, donc Victor. si on a des questions ou des réactions, n'hésitez pas, on les retransmettra. J'aimerais tout d'abord aborder un premier thème, celui de l'écologie, monsieur le maire. Ici, comme en ville où on entend justement tous les candidats parler d'écologie, j'aimerais savoir, vous, comment vous allez vous approprier ce sujet. Et vous avez déclaré aussi hier dans l'Est républicain que l'écologie, c'était une façon justement de voir créer des nouvelles entreprises. Et je voulais savoir si une aide pouvait par exemple être mise en place pour aider ces entreprises qui allaient s'investir dans le domaine de l'écologie. Voilà. Merci. D'abord, dire que sur l'écologie, on s'est engagé depuis quelques années. D'abord, quand on a planté 4500 arbres, on ne l'a pas fait en 6 mois, on l'a bien fait pendant tout un mandat, pendant 5 ans. Quand on arrive à avoir 20% d'alimentation bio, 50% d'alimentation locale dans les cantines de la ville de Nancy pour les enfants, ça ne se fait pas en 6 mois non plus, parce qu'il faut trouver les producteurs, surtout les producteurs locaux qui font du bio. Donc ça aussi, c'est un travail qu'on a fait pendant 5 ans. Même remarque, quand on fait baisser de 30% la facture énergétique à Nancy, c'est des travaux, c'est de la rénovation, c'est des chantiers pour que les bâtiments consomment moins d'énergie et d'ailleurs rejettent aussi moins de CO2. Donc dès 2014, du travail a été engagé. On a voulu accélérer en 2018 en lançant une démarche de transition écologique pour Nancy, avec une feuille de route. On imagine Nancy en 2030. Quels sont les résultats que Nancy a obtenus en matière d'écologie sur tous les sujets? Qualité de l'air, qualité de l'eau, présence de la nature dans la ville, respect de la biodiversité, qualité de l'alimentation, transport et déplacement propres, logements et locaux d'activité rénovés et le plus sobre possible en énergie, si possible passif ou à énergie positive. Voilà. Donc on a un tableau de bord avec 30 objectifs pour Nancy en 2030 et on déroule tous les 3 ans un programme d'action concret. Là, on termine le programme d'action 19-20-21. Cette feuille de route, elle a été bâtie avec l'Université de Lorraine, qui nous aide pas seulement d'ailleurs à fixer des objectifs, mais qui nous aide à trouver des solutions. Romain Pironnet, qui est un adjoint passionné d'éducation, raconterait mieux que moi la fameuse barquette biodégradable des cantines nancéennes conçue avec l'ENSAIA. J'y reviendrai quand on parlera d'économie. On a une 50aine d'entreprises qui se sont portées volontaires dès le début. Et on a de plus en plus d'entreprises, Lorraine ou installées en Lorraine, qui rejoignent cette démarche de transition écologique. Les habitants, bien sûr, n'ont pas été en reste, comme simples citoyens ou dans le cadre d'associations, puisque une idée sur 3, une proposition sur 3 est venue des habitants lors de rencontres de quartier, postée sur la plateforme numérique de participation ou adressée dans les forums à thème que nous avons pu organiser. Donc pour moi, l'idée, c'est pas de dire on va multiplier les interdits, les réglementations, les taxes. Je ne crois pas à l'écologie punitive, et encore moins après la crise qu'on a vécue, où les gens ont peur pour leur santé, où les gens ont peur pour leur emploi. Je pense qu'il faut leur montrer que l'écologie, c'est l'occasion de regarder l'avenir avec ambition, que c'est l'occasion bien sûr de changer notre mode de vie, de prendre soin pas seulement de la planète, mais de nous-mêmes et de notre santé, mais que c'est l'occasion de beaucoup de choses nouvelles, qui peuvent nous simplifier la vie, améliorer la vie, embellir la ville et, comme vous le dites, créer des emplois. Alors, dès le début, on a été dans cette démarche d'économie verte et d'emploi vert. Notamment parce qu'on a multiplié les appels à projets. Et pendant toute la démarche de transition écologique, jusque 2030 et donc au prochain mandat, on renouvellera des appels à projets. Appels à projets auprès des entreprises. Là, c'est la métropole, bien sûr, qui a la main parce qu'on est dans le développement économique. Appels à projets auprès des étudiants entrepreneurs. L'Université de Lorraine est l'université qui a le plus d'étudiants entrepreneurs. Et avec le PIL, service de l'université qui les accompagne, on a lancé cet appel à projets particulier parce qu'on croit que c'est intéressant de voir dans notre université la ressource entrepreneuriale qu'il y a et tous ces étudiants qui sont venus à Nancy, essayer de les conserver comme créateurs d'entreprises et comme créateurs de richesses. Et puis on a lancé aussi des appels à projets associatifs pour que les associations puissent participer au développement de nouvelles activités ou de nouveaux projets. On a récemment complété le dispositif avec 2 démarches à la métropole. La démarche dite EIT, qui veut dire en fait
écologie industrielle territoriale. Donc l'idée justement c'est de voir comment des savoir-faire industriels, par exemple sur le recyclage des déchets et la réutilisation des déchets, peut être mis au service de l'écologie. Donc là on a lancé un appel à projet dans le cadre de fonds européens qui sont suivis par la région Grand Est et on a réuni tous les acteurs économiques de la métropole qui participent avec nous à l'élaboration de projets qu'on espère pouvoir concrétiser dès 2021. Et on a annoncé, c'était le 12 juin dernier, quand on a débattu du plan de relance métropolitain, qui a été d'ailleurs adopté à l'unanimité par le Conseil de métropole. Les grandes orientations que j'ai présentées ont été approuvées à l'unanimité. On a prévu d'avoir une priorité, c'est la relance par le local. Et derrière, il y a aussi, bien sûr, cette idée des circuits courts, cette idée de l'économie locale. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que 1 euro sur 2 de demande locale, que ce soit la consommation des familles, ou que ce soit les commandes des administrations et des entreprises, 1 euro sur 2 de la demande locale s'évade, ne fait pas travailler les entreprises du secteur de la métropole de Nancy, de cette zone d'emploi, tout Lunéville-Pont-à-Mousson. Chaque point, chaque pourcentage supplémentaire de demande locale qui ira à l'offre locale, c'est au moins 750 emplois. Voilà. Donc cette relance par le local, ça va être le fil rouge du plan de relance de la métropole avec la région, l'État et les crédits européens qu'on attend. Et ça va être le fil rouge de notre politique économique dans les 5 ans qui viennent. Et je pense que les gens feront des efforts, et ce sera la fin de ma réponse, pour changer leur vie s'ils s'aperçoivent que par l'écologie, on trouve une forme de prospérité qui va bien avec le bien-être et avec la santé. Merci. Qui veut le cube ? Je peux le prendre ? Ouais. Merci. Donc vous avez déjà abordé pas mal de sujets sur lesquels on va revenir ensuite, mais vous avez notamment parlé de comment les Nancéens vont être bien impliqués dans les décisions pour le prochain mandat. Moi, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que les jeunes particulièrement pouvaient être impliqués aujourd'hui en termes d'engagement civique, aussi dans l'écologie, mais pas que, parce que pendant le Covid, ils ont beaucoup été impliqués dans plein de domaines différents du civisme. Par exemple, les étudiants en médecine ont été beaucoup impliqués face au Covid. Donc comment est-ce qu'ils peuvent encore s'impliquer aujourd'hui à Nancy ? Alors d'abord, la ville de Nancy soutient autant qu'elle le peut la vie associative. Parce que je pense que le premier cadre d'engagement des jeunes, c'est les associations. Enfin, c'est une liberté fabuleuse qui nous a été offerte en 1901 par la République, que cette liberté d'association. Et pour des jeunes, je pense que tout de suite s'engager sur la création d'une association autour d'un projet, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. D'ailleurs, on a mis en place le prix Nancy Jeunes, qui a pour but de soutenir et d'accompagner les initiatives associatives. Et c'est vrai qu'on aime orienter les étudiants et les jeunes vers l'engagement associatif, vers le bénévolat associatif. On fait aussi des speed dating du bénévolat pour mettre en contact des jeunes, des étudiants avec des associations qui ont du mal à trouver des bénévoles ou qui ont des bénévoles qui tout doucement vieillissent et qu'il faut renouveler, aider avec la jeune génération. Donc le sujet associatif, à mon avis, est un sujet qu'il faut soutenir pour les jeunes, proposer aux jeunes et auquel il faut préparer les jeunes. Le centre de ressources de la vie associative de la ville de Nancy va multiplier les formations de bénévoles pour que les gens sachent aussi derrière une association, les formalités, les quelques règles à respecter et qu'ils puissent en faire leur affaire. Deuxièmement, on a mis en place à Nancy une réserve civile et citoyenne. Et elle s'adresse tout particulièrement, je pense, aux jeunes. L'idée de cette réserve civile et citoyenne, et on l'a bien vu pendant la crise sanitaire, c'est de venir renforcer les services publics. C'est d'ailleurs l'esprit de la loi. La loi qui crée les réserves civiles prévoit que ces réserves civiles doivent pouvoir être mobilisées en cas de grave accident, en cas d'épidémie, en cas de catastrophe naturelle, pour aider les services de secours et de sécurité. Et donc là, on a utilisé notre réserve civile et citoyenne, qui est montée en flèche. D'ailleurs, les Nancéens ont été généreux. Ils ont été engagés, puisqu'on est passé à presque 500 réservistes, alors qu'on en comptait une petite centaine avant la crise du Covid. Et là, je crois que pour les jeunes et les étudiants, il y a vraiment un outil à disposition pour encadrer les grandes manifestations. Il y en a certains qui veulent faire de la culture et de l'événementiel. Voilà un cadre concret pour en faire un peu. La réserve, elle est là sur le pont pour le livre sur la place. Elle est là sur le pont pour la Saint-Nicolas. Parce qu'il faut informer le public, il faut accueillir le public, il faut prendre soin des familles nombreuses, il faut s'occuper de personnes âgées qui peuvent être perdues dans la foule.
La réserve civile et citoyenne, quand on a des canicules ou l'hiver du grand froid, on la mobilise pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades à leur domicile pour leur apporter l'aide nécessaire. Et cette réserve civile et citoyenne, évidemment, au pied levé, dès qu'on a un incident grave, on l'utilise. Et puis pour terminer mon propos, je dirais qu'il y a aussi tous les dispositifs que la ville ouvre, les votations citoyennes, les conseils citoyens dans les quartiers, la volonté d'avoir le plus possible de la démocratie directe, c'est-à-dire pas seulement faire des réunions pour imaginer ensemble des aménagements, des nouveautés dans les quartiers, mais aussi faire voter les citoyens. Et je pense que cette démocratie directe, elle s'adresse aussi évidemment aux jeunes, parce que souvent on sait qu'ils ont un peu de mal à aller voter, ils ont un peu de mal à se mobiliser dans les scrutins. Et je pense que leur donner des référendums, des votations, où directement c'est eux qui choisissent le projet qui les concerne au coin de leur rue, dans leur quartier, pour leur vie culturelle ou sportive, je pense que c'est de nature à leur montrer l'intérêt du vote. Le cube, je le passe. Moi, je vais demander simplement, c'était quoi vos mesures phares pour la culture? On sait que là, la culture a sûrement pris c'est une économie qui va avoir du mal un peu à redémarrer, je pense, notamment les musées qui ont fermé pendant un moment. Et on sait que l'opéra ou même le ballet a su trouver des solutions, mais c'est quoi vos mesures phares pour relancer la culture à Nancy et pour la soutenir aussi dans les prochains mois qui vont arriver? Alors, sur les projets culturels pour le futur mandat, on a un petit point presse cet après-midi à 16h. Donc, je ne peux pas tout détailler parce que sinon, les collègues de la liste vont me dire que j'ai vendu la mèche trop tôt. Mais on va peut-être essayer quand même de donner quelques grandes idées puis de répondre à la question très importante qui est la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors qu'on sort du confinement, que le monde culturel n'est pas encore déconfiné, qu'est-ce qu'on fait pour que ça reparte bien pour la culture? La ville, je crois, doit être fière d'être une ville culturelle. Il faut le dire et le redire. Voilà, Nancy, c'est une ville de création. C'est une ville où des artistes habitent, travaillent, créent. C'est une ville où on a des écoles aussi, publiques et privées, qui forment des artistes dans le domaine du spectacle, dans le domaine des arts plastiques, dans le domaine du design, voilà, dans tous les domaines. Donc ça, c'est l'âme de Nancy, c'est son identité depuis plusieurs siècles maintenant. Je dirais que c'est sa marque de fabrique et il faut que ça reste. Donc on a voulu, pendant la période du confinement, déjà expliquer à tous les acteurs culturels que les moyens matériels qui leur étaient réservés dans le budget étaient protégés. Maintenant, on travaille avec eux sur quels nouveaux projets éventuellement ils ont pour remplacer parfois un festival qu'ils ont dû annuler. On travaille avec les Nancyphonies qui ont dû annuler leur festival d'été, par exemple, ou quel événement va quand même avoir lieu, mais autrement, pour tenir compte des risques sanitaires. C'est le sujet du livre sur la place, c'est le sujet de NJP. Donc on a réservé les moyens, on est rentré en dialogue cas par cas, association par association, pour voir comment ça pouvait redémarrer. On a deux outils sur la table. Un outil court terme qui est l'été. On a clairement lancé un appel à projet aux associations culturelles, aux associations d'éducation populaire, je pense aux maisons des jeunes et de la culture, aux associations sportives aussi d'ailleurs, pour voir comment ils pouvaient proposer des animations tout l'été à Nancy, dans les parcs, jardins publics, sur les places, dans les rues, autour de ces terrasses magiques qu'on est en train d'avoir, pour que l'été soit plus convivial, plus chaleureux, animé quand même, et qu'il y ait une offre culturelle de qualité. Donc ça, c'est lancé, on va aller le plus loin possible sur le fait de grouper les animations commerciales et conviviales de l'été, ces animations festives, avec des initiatives culturelles. Et puis on va mettre au travail pendant l'été les acteurs culturels pour bâtir un plan de relance culture que je souhaite opérationnel dès le mois d'octobre, c'est-à-dire dès la reprise des saisons, comme on dit. Après, pour la ville, dès qu'on a pu rallumer la lumière, on l'a fait. On a rouvert le musée des Beaux-Arts dès le 2 juin, la Villa Majorelle s'est fait depuis avant-hier, le musée de l'école de Nancy et l'ensemble des Cordeliers, ce sera fait d'ici une dizaine de jours. Vous avez vu qu'on a trouvé avec Spectaculaire, qui est le créateur du spectacle Rendez-vous Plastane, on a trouvé une formule adaptée aux règles sanitaires pour reprendre une mise en lumière festive de la place à partir du 11 juillet. Et c'est vrai qu'en tant que maire, j'ai tenu à dire très tôt qu'on maintiendrait le livre sur la place, un peu comme on avait maintenu la Saint-Nicolas, malgré les attentats du Bataclan, pour montrer que la culture, c'était aussi une forme de résistance
à côté d'être un outil d'éducation et de vie en commun. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, vous savez qu'on a des projets qu'on a déjà évoqués qui sont structurants pour nous. On veut bien sûr réaliser le Palais des Ducs de Lorraine, grand équipement culturel, patrimonial et touristique. Et je pense que Nancy a besoin de ce type de grands chantiers. Les grands chantiers culturels, ça n'empêche pas la culture du quotidien, bien au contraire. Parce qu'on a des grands événements, parce qu'on a des grands lieux culturels, je crois que les citoyens comprennent l'intérêt de l'investissement public dans la culture et de l'argent qu'on peut mettre sur tous les opérateurs culturels du territoire. On a la volonté d'avoir un festival au printemps dédié à l'émergence culturelle, à la création culturelle d'aujourd'hui, dans toutes les disciplines, spectacle, art plastique, design, pourquoi pas d'ailleurs du food lab aussi et de la mode bien sûr. Et il faut faire tomber les cloisons, faire tomber les limites. Et puis on a la volonté de soutenir nos institutions et nos équipements. On a la volonté aussi de leur permettre de jouer hors les murs. Rani Calderon, qui est ancien chef d'orchestre, qui est sur la liste, avait l'idée qu'on pouvait bâtir une saison culturelle dans les quartiers à partir d'événements hors les murs de nos institutions. Le CDN, le Théâtre de la Manu, le ballet, à côté duquel nous sommes, l'opéra, l'orchestre de l'opéra, l'autre canal, voilà. Que des grandes institutions puissent imaginer des choses dans les différents quartiers de la ville et que ça permette d'avoir des saisons culturelles de quartier aussi. Donc on a pas mal d'idées qu'on va développer encore cet après-midi à 16h. Mais vous avez raison, la culture c'est Nancy. Donc j'ai une question à propos du tram de Nancy. Il y a le nouveau projet qui a été mis en ligne, etc., dont les Nancéens sont au courant. Mais c'est une question à propos notamment des étudiants en fait, qui doivent monter par exemple à Brabois, ou tous les étudiants qui ne se situent pas aux abords d'un arrêt de tram. Comment en fait vous comptez, comment ce nouveau projet de tram va améliorer la situation pour les étudiants, et comment à la rentrée scolaire où là il y aura à nouveau les trams remplis pendant les heures de pointe avec cette crise du Covid, qu'est-ce que vous comptez concrètement mettre en place pour sécuriser en fait les étudiants et tous les Nancéens qui empruntent les transports? Alors, pour faciliter l'usage des transports en commun, on a mis à disposition des masques et on continuera à en mettre à disposition. Comme vous le dites, le tram il est saturé à l'heure de pointe. C'est à mon avis ce qui montre la nécessité de maintenir cet investissement, peut-être encore plus après la crise de la Covid-19 qu'avant. Parce qu'on voit qu'après cette crise, les gens attendent des transports en commun plus spacieux, plus confortables, où on n'est pas serré comme des sardines dans une boîte. J'ai dit que ce projet de tram, pour moi, il fallait le réaliser bien sûr jusqu'à Brabois, hein, ça va de soi. Pas seulement d'ailleurs pour les étudiants, mais aussi pour le projet de nouvel hôpital au CHU, qui ne peut être soutenu par l'État, à mon avis, que si on traite les questions de parc relais, stationnement, transport en commun, pour bien irriguer la plateforme hospitalo-universitaire de Brabois. Comment on fait concrètement jusqu'à la mise en service du tram, et peut-être avant, comment on conçoit le tram articulé avec les transports? L'idée, c'est pas seulement de faire le tram. L'idée, c'est évidemment de moderniser la flotte de bus. On propose de travailler avec l'Université de Lorraine et des entreprises de la région sur une unité de production hydrogène qui permettent d'avoir une flotte de bus à l'hydrogène, même d'aller au-delà d'ailleurs, d'avoir des flottes d'administration publique, d'entreprises privées, pourquoi pas un accès des habitants pour leurs propres véhicules individuels à l'hydrogène pour les mobilités. Donc ça veut dire que le tram, nouveau, va s'articuler avec un réseau de bus. Alors vous allez me dire, c'est déjà le cas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le réseau de bus s'appuie, repose, renvoie à un tram qui est saturé. Donc à partir du moment où forcément votre artère se bouche, les vaisseaux ne se portent pas bien. D'où l'intérêt d'avoir le tram, d'avoir un axe central. Je rappelle, un passager sur deux prend le tram. Un voyage sur deux, quasiment, 40 à 45% des trajets chaque jour, c'est le tram seulement. Et les 55 à 60%, c'est tous les autres lignes de bus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, moderniser le tram, ajuster les bus, moderniser les bus, c'est une seule et même démarche. En attendant, on a demandé à Keolis de reprendre le réseau à marche normale, à cadencement complet pour la rentrée de septembre. On est conscient que toute une partie des habitants ne retournera pas si vite que ça dans les transports en commun, d'où l'accélération du plan vélo, qui a pour but de permettre de
circuler sur des voies rapides, sécurisées, beaucoup mieux qu'avant, quand on est cycliste, ou comme on l'a dit tout à l'heure, trottinette, gyropode et autres mobilités actives. Voilà. Donc l'accélération du plan vélo va aussi dans ce sens. Et on regardera évidemment avec l'université la question des horaires. On en parlait un peu en aparté. On sait que les campus rouvrent, mais tous les amphis ne rouvrent pas. Donc il y aura peut-être aussi des besoins de mobilité des étudiants complètement différents à la rentrée de septembre de ce qu'ils étaient avant. À partir du moment où le campus est plus ouvert pour des activités sportives, culturelles, la restauration, le travail de groupe, les activités, travaux dirigés, mais en petit effectif, et que les grands amphis, eux, ne reprennent pas, peut-être qu'aussi il faut adapter l'offre de transport à cette réalité-là. Donc il y a un vrai sujet septembre, avec un réseau qui va devoir fonctionner pendant 18 à 24 mois comme ça. Dans 18 à 24 mois, c'est le début du chantier du tram, et donc là on passera en réseau 100% bus. Réseau dit de substitution, qu'on va essayer de rendre le plus court possible, mais pendant probablement 18 à 24 mois, durée du chantier, il y aura ce réseau de substitution, puis mise en service du tram. On a reçu plusieurs questions, messages privés. Alors, on passe le micro. Voilà, merci. Alors, une question de Romane. Aujourd'hui, vous êtes entouré d'étudiants et j'aimerais savoir quel genre d'étudiant vous étiez à l'époque, tout simplement. Voilà. Alors, j'étais faluché déjà. Parce que bon, droit comme médecine, ça fait partie des facultés, parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais si je suis avocat, c'est parce qu'avant j'ai été étudiant en droit. Voilà. Donc droit, médecine, c'est des facultés traditionnelles un peu, et donc on avait une faluche, une corpo, et j'ai participé à la vie de la corpo, et j'étais faluché, et j'étais engagé dans la vie associative, il faut le dire, festive, voilà, étudiante, et j'en garde d'excellents souvenirs, et j'en garde aussi d'excellents amis. Voilà. Donc je sais combien cette étape de la vie étudiante à Nancy, c'est une belle étape. En tout cas pour moi, ça a été une très belle étape de ma vie. Et ce que je souhaite, c'est que même si on est beaucoup plus nombreux aujourd'hui, enfin même si les étudiants sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 25 ans quand je fréquentais le campus droit, 30 ans presque, je voudrais qu'il y ait quand même toujours la même convivialité. Voilà. C'est pour ça que c'est important que les étudiants soient dans la ville. Voilà. Moi, je ne crois pas à des campus où toute la vie se fait à l'extérieur. Je trouve que c'est important que le logement étudiant soit diffus dans la ville, que les lieux de vie étudiante, les lieux de fête puissent être diffus dans la ville, et que d'ailleurs les campus, les écoles, les facultés soient diffuses dans la ville. Moi, ce que j'aimais, c'était ça, c'était qu'on se retrouvait, on vivait la ville, et je garde voilà, des souvenirs vraiment émus, des grands événements comme les 24 heures de Stan, par exemple, qui étaient des moments de communion, il faut le dire. Alors si on était plus frais au début qu'à la fin des 24 heures, c'est évident. Alors une autre question, cette fois-ci de Mathieu. La maison de l'emploi du Grand Nancy, qu'est-ce que c'est? Alors la maison de l'emploi du Grand Nancy, c'est le regroupement en fait de services qui ont été créés par les collectivités locales, les mairies, la métropole. Il y a Pôle emploi qui est le service public national d'emploi, qui normalement est chargé de collecter les offres et de trouver du travail aux demandeurs d'emploi. Et puis il y a des initiatives locales, alors soit pour s'occuper des emplois des 16-25 ans, on appelle ça les missions locales pour l'emploi des jeunes, soit pour s'occuper des personnes chômeurs de longue durée, très en difficulté, pas qualifiées ou déqualifiées parce que trop longtemps sans emploi, ce qu'on appelle les PLI, les plans locaux d'insertion par l'économie. Puis vous avez des programmes de lutte contre les discriminations, de soutien à l'emploi et à l'activité des femmes, de lutte contre les discriminations raciales, les discriminations d'âge. Bon. Il y a des initiatives qu'on a prises aussi pour que des personnes sorties sans qualification de l'école et de l'université, c'est le cas hélas d'un jeune sur deux, puissent reprendre des formations en alternance, des parcours adaptés, mais quand même se qualifier et accéder à une vie professionnelle stable. Donc toutes ces initiatives en fait, qui ont abouti à la création d'associations différentes, ont été regroupées à Nancy. C'était une initiative de Jean-Louis Borloo, à l'époque où j'étais avec lui au gouvernement, en charge justement de la formation et de l'insertion des jeunes. On a voulu tout regrouper sous une seule et même enseigne, dans un seul et même lieu, avec une seule et même équipe, qui est la Maison de l'Emploi, qui travaille de manière très resserrée avec la structure Pôle emploi. Vous venez justement d'évoquer les parcours adaptés.
Et ça fait suite avec justement la question de Maria. Est-ce que vous pensez qu'il faut développer ou augmenter le nombre de services civiques dans la ville de Nancy? Je pense que toutes les formules qui permettent aux jeunes d'avoir une expérience d'activité, une expérience de vie sociale, et pourquoi pas à un moment donné, en choisissant un service, une discipline, une matière, entre guillemets, de se dire est-ce que c'est bien vers ce secteur-là que je veux aller professionnellement, sont bienvenus. Donc les services civiques font partie d'ailleurs de ce que la ville de Nancy développe avec la métropole déjà, à côté de l'apprentissage, à côté de la qualification et de la professionnalisation. On va accueillir des stagiaires de la formation professionnelle aussi. On a bien sûr des emplois aidés, contrat unique d'insertion, qui pour une part s'adresse à des jeunes. Voilà, on a essayé d'avoir tous les outils qui permettent à des jeunes de venir dans la collectivité. Alors, l'esprit peut être le bénévolat ou en tout cas participer à une action d'intérêt général. C'est l'esprit évidemment du support évoqué, mais ça peut être aussi en profiter pour se qualifier un peu, beaucoup, énormément. Et il faut permettre cette gradation. Et j'ai une dernière question aussi, cette fois-ci. Comment c'était qu'est-ce que vous avez envie de dire à la jeunesse nancéenne en 3 mots? C'est-à-dire 3 mots à dire à la jeunesse nancéenne. D'abord, réussissez. Et de Henri, la question. D'abord. Alors, Henri, d'abord, réussissez. Voilà. Réussissez quand même vos études et vos diplômes, parce que si on croit dans l'école de la République, c'est parce qu'on a quand même plus de chances en ayant réussi une qualification ou un diplôme de trouver un boulot qu'en n'en ayant pas. Donc, vous êtes étudiant, vous êtes engagé dans un parcours de formation, ce diplôme est important pour vous, réussissez. Deuxième mot, engagez-vous. Voilà. On évoquait le bénévolat. Ne faites pas que ça quand même. Je ne leur demande pas de devenir des staccanovistes de l'engagement collectif, mais voilà, profitez de ces années qui laissent quand même un petit peu de temps pour regarder la cause, le projet, la part d'intérêt général que vous aimeriez servir. Parce que le plus dur, évidemment, c'est le repli sur soi, c'est l'isolement, et il faut le combattre assez tôt. Voilà. Et donc je pense qu'à un moment donné, l'engagement collectif est évidemment un deuxième impératif, ou en tout cas une vraie priorité de vie. Et puis le troisième mot, c'est étonnez-vous. Voilà. Pas d'a priori, de la curiosité, et notamment de la curiosité pour son prochain. Oh. Ah, mais il y a une dernière question. Oui. Le cube. Cube qui apéricube. Moi, ça va concerner Nancy Grand Cœur, le projet Nancy Grand Cœur. Je veux savoir où est-ce qu'on en est et c'est quoi comment vous comptez, en cas de réélection, mener à bien ce projet. Quels sont vos projets pour tout simplement Nancy Grand Cœur? D'accord. Vous comptiez prendre l'apéritif, mais c'est raté. Donc Nancy Grand Cœur. D'abord, peut-être rappeler le point de départ du projet en 2 minutes, puis après on dit comment on le mène à bien, ou plutôt comment on le mène bien. Je rappelle qu'au départ, Nancy Grand Cœur, c'est de la friche. C'est de la friche avec du béton, du ciment, de l'asphalte, une prison désaffectée, un immense parking que les Nancéens appelaient le parking de l'éléphant bleu, du nom du symbole de la station de lavage de voitures installée tout au bout du parking. Donc, ce n'était pas un espace naturel, ce n'était pas une vaste prairie ou une grande forêt dans laquelle se croisent les daims et les écureuils. Voilà. Il faut déjà rappeler d'où on vient. Deuxièmement, Nancy Grand Cœur, c'est l'occasion quand même pour la ville de développer de l'emploi et du logement pour tous. Nancy, on est en concurrence avec Strasbourg, on est en concurrence avec Lyon, on est en concurrence avec Lille sur l'installation de directions d'entreprises, de sièges d'entreprises. Et si on n'offre pas un quartier d'affaires à côté de la gare TGV, juste là où on a installé le centre de congrès, eh ben, les entreprises, elles n'iront pas s'installer ailleurs dans Nancy, elles iront s'installer dans une autre métropole. Voilà. Donc, premier objectif de Nancy Grand Cœur, installer des sièges régionaux, nationaux, d'entreprises, de groupes, et créer de l'emploi ici. Deuxième objectif aussi, compléter l'offre de logement social au centre-ville. Voilà. 1/3 des logements de Nancy Grand Cœur, ce sont des logements sociaux. Et il y a de très belles opérations avec des associations, par exemple, de personnes handicapées, pour qu'il y ait des logements adaptés pour les personnes handicapées et qu'il y ait des services aux personnes handicapées organisés dans les immeubles concernés, des services de conciergerie qui leur sont dédiés. Voilà.
Donc ça, c'est l'objectif, et je pense que c'est un bon objectif. Ce quartier a été d'ailleurs labellisé écoquartier, mais c'était il y a plus de 10 ans, et depuis, les exigences environnementales, elles ont changé, elles se sont améliorées, et c'est bien. Il y a une insatisfaction des Nancéens sur certains éléments d'architecture, d'urbanisme, il faut l'entendre, il faut le reconnaître. J'avais dit dès le mois de février que pour moi, il fallait faire une pause. Donc le maire ne signe plus de permis de construire pour qu'il y ait une pause. Depuis, avec les élus de la métropole, on a décidé de lancer la dernière étape de Nancy Grand Cœur avec une nouvelle démarche. Démarche de concertation avec les architectes, les paysagistes, les urbanistes, les constructeurs, les gens du bâtiment, les professionnels de la construction et de l'aménagement de Lorraine. Concertation avec les habitants d'ailleurs de toute la ville, parce que Nancy Grand Cœur concerne tout le monde. On va en retirer un dessin sûrement différent de cette ZAC, de cette zone à aménager. Ce dessin permettra de lancer des concours architecturaux avec des jurys citoyens. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, l'idée, c'est pas de tout arrêter, ce qui est plutôt la spécialité de la liste socialiste. L'idée, c'est de mener à bien, et pour mener à bien, c'est d'accepter parfois de conduire autrement. Voilà. Il faut entendre des attentes, il faut entendre des insatisfactions, et le rôle du maire, c'est aussi de savoir dire, on corrige le tir. Sur Nancy Grand Cœur, c'est la position prise, et c'est comme ça que je conduirai la suite de ce projet. Là, je crois que maintenant, on est quand même à la Fédération Lorraine de l'apéro, donc c'est quand même très difficile de continuer plus longtemps cet échange. J'étais très heureux de vous retrouver, je crois qu'on était très heureux de partager ce moment-là avec vous. Nous vous retrouverons pour un prochain live, un prochain temps d'échange qui aura lieu mercredi. Voilà, donc vous saurez sur les réseaux sociaux et sur le site de Nancy Positive comment retrouver l'équipe mercredi. Et je vous souhaite en attendant un beau week-end à Nancy. Je rappelle que c'est un week-end quand même magique, un week-end où on nous annonce du beau temps, un week-end où il y a des terrasses, des lieux de vie et de convivialité, un week-end qui marque l'entrée dans l'été. Été qu'on espère tous un peu plus libre, un peu plus léger, même si on continue de respecter les gestes de précaution et les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres. Merci, bon week-end à vous. Bon week-end.